Bonjour et bienvenue dans le numéro 33 de l'émission Jaf ta mère sur RLP 102.3 en direct dans le Périgord en Dordogne ainsi que sur internet avec les podcasts sur YouTube. Aujourd'hui, la seconde partie de l'entretien avec monsieur Jean-Pierre Cambefort, spécialiste français en aliénation parentale, cause, effet et recherche de solutions, où nous envisagerons la seconde partie de l'entretien, comportant notamment les thèmes suivants: différence entre violence et autorité, la tutoralité dans l'éducation, la résidence alternée, les pratiques d'Europe du Nord et l'ultra-protection qui peut parfois nuire à l'autorité éducative. Mais auparavant, voici une petite précision sur l'utilisation du terme SAP par monsieur Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale, le terme SAP qui est parfois mal connoté. Et voici pourquoi. RLP. Radio libre en Périgord. Claude Néris, aujourd'hui de retour avec nous sur Jaf ta mère, le président de l'association SOS Exclusion Parentale, qui vient nous mettre un petit bémol sur l'utilisation du terme SAP. Claude, comment vas-tu et vas-y. Je vais bien, oui, effectivement, je voulais apporter un bémol sur l'utilisation du terme SAP, c'est-à-dire syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que ce syndrome a été inventé par Richard Gardner, qui est un psychiatre américain, qui a prôné l'utilisation de ce syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que Richard Gardner, diplômé en médecine, est un psychiatre et que ce psychiatre est intervenu notamment dans différentes prises de position par rapport à la pédophilie dans certains écrits. Et ce qui fait que le syndrome d'aliénation parentale a fait l'objet de beaucoup de controverses, notamment au niveau judiciaire, et si certains le reconnaissent comme tel, comme étant un syndrome, il faut savoir que ce syndrome n'a jamais été intégré dans la classification DSM-5 des pathologies psychiatriques. Certains psychiatres comme le docteur Paul Bensoussan, qui est expert auprès de la Cour de cassation, a eu beaucoup de soucis avec les organisations pro-féministes, justement parce qu'ils défendaient le syndrome d'aliénation parentale. Donc, le terme syndrome d'aliénation parentale est vraiment problématique et est rejeté par les juridictions. Il vaut mieux parler d'aliénation parentale, d'exclusion parentale, d'emprise, de tout ce qu'on veut, mais le terme syndrome ne doit absolument pas être utilisé parce que il crée une relation épidermique au niveau des avocats, de beaucoup d'avocats et de beaucoup de magistrats. Voilà ce que je voulais dire en la matière. Ben voilà, c'est précisé. L'aliénation parentale effectivement existe, mais le terme SAP malheureusement est devenu mal connoté, donc il faut l'éviter. Voilà. Merci. De rien, à plus. RLP. Radio libre en Périgord. Monsieur Jean-Pierre Cambefort, toujours sur RLP 102.3 avec nous ce soir, qui vient de nous parler de son parcours et de ses deux ouvrages consacrés notamment à la problématique de l'enfance. Vous me disiez qu'il ne faut pas confondre autorité et violence. Et violence, tout à fait. Et agressivité. Et agressivité. Donc en fait, pour éduquer un enfant, il ne faut pas de châtiment corporel, il ne faut pas être violent, mais il faut pas rester autoritaire. C'est bien ça, je vous ai bien suivi ? Oui, enfin bon, si vous voulez, c'est une question très vaste. C'est une question très vaste qui est très d'actualité, puisque la question de la violence fait pléthore dans notre société. Tout est violent, voilà. Bon, il y a énormément de choses violentes, bien évidemment, mais la question qui me paraît fondamentale, c'est qu'on vit dans un monde où
sciemment, dirait-on, la notion de violence est confondue avec la notion d'autorité. Alors, il faut pas confondre la violence d'État, la violence éducative. Moi, je suis dans le contexte des familles et des violences éducatives. La violence d'État, les manifestants, la loi de sécurité globale, etc. Pour l'instant, ça ne fait pas partie du débat. Dans les violences éducatives, ce qui est violent dans l'éducation, c'est justement que l'enfant n'est pas reconnu comme sujet. Voilà. Alors, reconnaître un enfant comme sujet, ça ne veut pas dire le laisser tout faire. Et qu'il y a confusion souvent dans les familles, et dans les milieux que Dominique et moi nous avons étudiés, il y a confusion entre violence et autorité. Parce que l'autorité sert à donner des limites, mais elle respecte le sujet. En gros, la violence détruit le sujet. La violence, c'est quelque chose qui a un impact complètement destructeur. À la fois peut-être dans l'intention de celui qui produit la violence, d'accord, et même des fois s'il n'a pas l'intention, ça a quelque chose de destructeur, c'est quelque chose qui écrase, humilie, bafoue, spolie le sujet. L'autorité, c'est autre chose. L'autorité, c'est quand même pas la même chose. Autoritas, ça veut dire être capable de faire grandir. Donc, l'autorité donne des limites. Tout sujet humain qui veut rentrer dans une culture et qui veut devenir membre d'un groupe doit renoncer à la toute-puissance de ses désirs. Et c'est la fonction de l'autorité dans n'importe quelle culture. Il n'y a aucune culture humaine qui laisse les enfants tout faire, qui donne l'enfant roi, etc. Il n'y a que dans notre société où on voit des choses comme ça. Hein. Donc, l'autorité et la violence, pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser, sont paradoxalement, mais ça ne devrait pas être un paradoxe, sont deux attitudes complètement différentes. Or, on les confond parce qu'on est dans un monde qui se transforme, un monde à la fois qui dénonce des violences, ce qui est juste, mais un monde qui oublie que l'autorité est absolument indispensable pour faire grandir un être humain. Et les travers de l'absence d'autorité, on les voit dans les enfants tout-puissants, les enfants qui ne respectent plus leurs parents, les enfants qui s'imaginent que tout leur est dû, etc. Et des parents qui ont complètement perdu le sens de la limite, en quelque sorte, quoi. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du droit de la famille et de son influence sur la construction des enfants actuellement ? Beaucoup d'intervenants dans cette émission nous ont expliqué que la position du père était fragilisée et donc que justement l'instauration des limites dont vous venez de parler se faisait de moins en moins et que c'était un petit peu compliqué, ils étaient assez pessimistes. Vous, de par votre regard, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je sais pas ce qu'on appelle l'évolution du droit de la famille. Je sais pas quel phénomène, quelle loi, quelle signification vous mettez derrière. Ce que je sais, je l'ai dit à la fin de l'ouvrage, les violences éducatives, c'est que depuis de nombreuses années et décennies, nous vivons dans un monde qui s'horizontalise au lieu de se verticaliser. Alors, je m'explique un peu. La verticalité tutorale, ou la tutoralité verticale, si vous voulez, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est les conditions indispensables au grandissement, à la croissance psychologique d'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain doit être à la fois guidé, mais trouver des limites. C'est pour être vertical, pour grandir exactement comme un tuteur, si vous voulez, fait grandir dans un potager un végétal. C'est-à-dire que le végétal, il s'appuie sur le tuteur, et le tuteur, il a trois caractéristiques. Il est d'abord bien planté dans le sol, pour ne pas subir, voilà. Ensuite, il est vertical, c'est-à-dire qu'il donne la direction, il dit à la petite plante, c'est par là qu'il faut aller, c'est pas à l'horizontale. Et troisième caractéristique du tuteur, il a une longueur d'avance. Il a une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'il est plus grand. Alors, si on transpose cette métaphore, en quelque sorte, à l'éducation humaine, si vous voulez, c'est peut-être un peu du jardinage éducatif un peu rapide, mais enfin, disons, dans mes cours et mes conférences, c'est une métaphore à laquelle je fais souvent référence. Bien, le tutorat, la verticalité tutorale permet à l'enfant de grandir. Et la tutoralité n'est pas la violence. En revanche, on est dans une société qui s'horizontalise et qui attaque, comme le disent plein de psys, qui attaquent la notion de tutoralité, de limite et d'autorité. Parce que tout le monde est d'accord sur l'autorité, tout le monde dit oui, il faut de l'autorité, mais personne n'est d'accord sur les moyens. Donc on ne sait plus comment, en quelque sorte dans les familles, faire une place à l'enfant qui soit juste celle de l'enfant,
et qui ne soit pas qui ne transforme pas les parents en copains, en amuseurs, en animateurs de colonies de vacances ou en payeurs de pension alimentaire, quoi. Donc c'est ça. Oui. Nous avons aussi, nous aussi, une petite phrase qu'on aimerait graver un peu partout, qui est: un enfant est ni une propriété ni une source de revenus. C'est pas exactement la même que la vôtre, mais oui, un enfant n'est pas une propriété. On n'en fait pas ce... Non, un enfant n'est pas un objet. Il n'appartient à personne, ni aux parents, ni à personne. Et c'est ça qui est frappant, c'est que justement, dans les manipulations psychologiques, dans les séparations, puisque vous avez une association qui s'occupe de ça, dans l'égalité ou l'inégalité parentale, on retrouve toujours en filigrane les enfants qui payent un tribut très très lourd à la séparation entre l'homme et la femme, entre les parents. Alors maintenant, pourquoi les parents se séparent? Peut-être parce qu'ils sont pas d'accord sur l'éducation des enfants. C'est pas la seule raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un être humain jeune a besoin de grandir. Quand il a besoin de grandir, il n'est pas l'objet de manipulation, il n'appartient à personne. Or, on vit dans un monde où une forme de ce que j'appellerais de matrifocalité ou de matrice en centralité fait croire à beaucoup de femmes ou beaucoup de mères que l'enfant leur appartient en priorité. Et ça, c'est quelque chose qui est en filigrane depuis très longtemps, puisque les tribunaux, depuis 20 ou 30 ans, ont régulièrement donné les gardes d'enfants aux mères, en pensant qu'en tout cas, en France et dans les pays latins, bien sûr, encore une fois, les pays de l'Europe du Nord sont différents à ce sujet, comme si la mère était un parent plus qualifié ou plus compétent pour s'occuper de l'éducation de l'enfant. D'où les phénomènes que vous soutenez et que vous décrivez, SOS Papa, les pères sont de retour, enfin bref, les pères montent au créneau parce que ils sont effectivement fatigués d'être considérés comme des parents de seconde zone. Est-ce que vous pensez, à votre avis, que la promotion de la résidence alternée permettrait d'éviter ces phénomènes d'appropriation, de manipulation d'enfants, et de lui garantir l'accès à ses deux parents, sachant que les parents d'aujourd'hui ne sont pas forcément les parents d'hier. La façon de se placer en tant que maman dans le monde éducatif et le monde professionnel n'est pas celle de nos grands-parents. Et la façon de se placer en tant que papa dans le monde justement de l'éducation et du professionnel n'est pas celle qu'il y avait il y a 40 ans. La solution ne serait-elle pas justement d'imposer, peut-être de promouvoir un accès équitable pour faire que l'enfant ne soit plus un enjeu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme professionnel? Gérard Néran a beaucoup travaillé sur la question de la garde alternée. J'ai sur mes étagères. Nous avons eu ici en juillet d'ailleurs. Oui. Voilà, j'ai sur mes étagères certains de ses ouvrages, etc. Bon, la garde alternée est entrée dans les lois en France, en tout cas très très tardivement par rapport aux pays de l'Europe du Nord. Je crois que dans les pays de l'Europe du Nord, c'était dans les années 80 ou 82, et en France, c'est la loi de 2002, je pense. 2002, donc la France a Royal, en 2002, voilà. Ça, voilà. Et elle n'est toujours pas appliquée correctement. Elle n'est pas appliquée correctement. Donc, il y a toujours des réticences, effectivement, dans les tribunaux, à accorder l'égalité de temps et de responsabilité éducative aux deux parents. La garde alternée, symboliquement et psychologiquement, et juridiquement, pour les enfants, elle veut dire qu'il n'y a pas un parent qui est plus important qu'un autre. Voilà, c'est tout. C'est un signal, comme on dit de nos jours, très important qui est envoyé aux parents qui voudraient s'approprier l'enfant, qui voudraient avoir une préséance ou une priorité dans l'éducation et donc le réifier, le chosifier, quoi, en quelque sorte. Alors évidemment, on n'ordonne pas la garde alternée pour un nourrisson de 6 mois comme pour une pubère de 12 ans. C'est pas du tout les mêmes enjeux, on est bien d'accord. Il y a des besoins biologiques qui sont incontestables, bien sûr. C'est évident. C'est évident, quand un enfant a besoin de téter sa mère, on va pas l'arracher pour le donner au père. Bon, mais il faut quand même savoir que la garde alternée, c'est un puissant facteur, ça a été considéré, autant que je sache, par certains tribunaux, comme un puissant facteur d'apaisement des tensions éducatives, et notamment dans le cas de l'aliénation parentale, curieusement. Nous, alors, on ça veut pas dire constate, sur le terrain, on est vraiment, ouais, on constate ça veut vraiment pas dire que que ça le fait marche. qu'il n'y ait plus d'enjeu, qu'il n'y ait plus de rapport de force, simplifie beaucoup à l'usage tout, en fait, absolument tout. Enfin, c'est pas qu'il n'y ait plus de rapport de force. Les rapports de force peuvent toujours exister, mais au moins le magistrat, le tribunal a estimé, vis-à-vis du parent manipulateur, par exemple,
et de l'enfant manipulé que les deux parents sont à égalité et qu'il y en a pas un qui pouvait se prévaloir d'une priorité sur l'enfant. Ça contribue pas toujours à apaiser le conflit. Je vais vous donner un exemple parce que comme la personne que j'ai suivie dans mon ouvrage et dont je relate la biographie, eh bien, il a obtenu la garde alternée à l'arraché, en appel, etc. Et paradoxalement, ça n'a absolument pas apaisé les conflits, car la mère, le parent manipulateur, au lieu de s'apaiser, voyant qu'elle avait perdu sur le plan juridique, eh bien, elle a essayé de gagner quelque chose sur le plan éducatif. Elle a agi pour manipuler l'enfant encore plus après la décision de justice. Autrement dit, elle a cherché à se venger, quoi, si vous voulez. C'est donc pour dire que la garde alternée n'est pas forcément la garantie automatique d'un apaisement des tensions parentales en cas d'aliénation parentale. Non, mais statistiquement, ça aide quand même, on va dire. Oui, tout à fait. C'est un plus. Moi, personnellement, je suis pour, pas à tout âge, évidemment, hein, pourquoi je suis pour ? Parce que sur le plan éducatif, un enfant a autant besoin et désire autant un parent que l'autre, et il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait un parent qui soit prééminent sur un autre en termes d'importance relationnelle. Les parents sont complémentaires. Vous parlez beaucoup d'Europe du Nord, ça m'intéresse, vous semblez connaître le sujet. Quelle est la grande différence entre, je veux dire, je sais pas si c'est français ou latin, devrait-on dire, et la manière de faire d'Europe du Nord? Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qu'on pourrait prendre de bon chez eux? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis longtemps, les pays de l'Europe du Nord ont avancé sur les questions d'égalité parentale et de lutte contre l'inégalité des parents et dans l'aliénation parentale. D'abord, sur l'aliénation parentale, les pays de l'Europe du Nord ont depuis longtemps estimé, évalué, certifié l'aliénation parentale comme une violence. C'est-à-dire quand un psychiatre assermenté auprès des tribunaux, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, au Canada, etc., certifie qu'il s'agit d'aliénation parentale, d'abord c'est pas un mot tabou, c'est quelque chose qui prononce clairement, c'est pénalement condamnable. C'est-à-dire le parent manipulateur est pointé du doigt, on lui signifie qu'il est en train de produire une violence, qu'il produit une violence et donc il sera condamné. Alors c'est plusieurs milliers de dollars, à ma connaissance, il y a quelques années c'était plusieurs milliers de dollars de pénalisation. Il y avait quelquefois des obligations de soins, etc. Et l'enfant était quelquefois placé dans un établissement spécialisé pour se trouver à égalité ou équidistant en quelque sorte de ses parents. Voilà, ça c'est très important de savoir que l'aliénation parentale c'est une violence comme le harcèlement, comme les attouchements, si vous voulez. En France, on est dans une cécité, un aveuglement et une surdité aussi à la réalité des choses, quoi. On a l'impression que c'est un enjeu presque idéologique. Vous avez des magistrats qui sont contre, des magistrats qui sont pour, des magistrats qui disent oui, peut-être d'autres qui disent c'est une question de manipulation, d'autres qui disent que c'est un lobby pour protéger les pères abuseurs, etc. Enfin, tout est bon pour dire que la manipulation d'enfants n'existe pas. Et c'est assez grave parce que c'est un déni de réalité. Moi, je passe mon temps à soutenir des parents qui n'ont jamais obtenu aucun crédit auprès des tribunaux et de certains travailleurs sociaux également. Donc, c'est un véritable déni de réalité. Et pendant ce temps-là, eh bien, les pervers ont encore de beaux jours devant eux. C'est-à-dire que les parents manipulateurs savent très bien développer leur écran de fumée devant les tribunaux. Et tant que l'aliénation parentale n'est pas ouvertement pointée, dite, prononcée, verbalisée, eh bien, ça n'existe pas, si vous voulez. C'est le langage qui signifie les choses. Tant qu'on n'ose pas parler de ça, quand on dit attention, c'est un mot tabou. Tant qu'un avocat dit à son client attendez, il faut ménager le juge parce que il n'aime pas trop cette expression, et ben c'est un avocat qui défend plus son client, c'est un avocat qui défend la justice contre le client. Donc autrement dit, on demande à certains parents aliénés de faire amende honorable ou de faire allégeance à l'idéologie des tribunaux, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Si vous voulez, je dis que souvent qu'on est dans le même état de cécité qu'on l'était il y a 40 ou 50 ans sur le viol ou sur les abus sexuels. Un viol, c'est un viol. Oublier que les droits parentaux, il y a quelques dizaines d'années, c'était encore pire qu'aujourd'hui. On se plaint aujourd'hui d'avoir parfois peu d'accès à nos enfants, mais il y a quelque temps, c'était encore pire.
Certainement, oui, évidemment. Non, mais ça, je n'en doute pas. Je sais qu'on progresse en matière de conscience, parce qu'en fait, c'est une question de conscience, si vous voulez. Il faut que la violence, quelles que soient ses formes, soit nommée. Voilà, c'est extrêmement. Tant qu'elle n'est pas nommée, chacun fait sa sauce, en quelque sorte. Chacun peut interpréter les phénomènes comme il l'entend. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les pays de l'Europe du Nord ont depuis longtemps pointé l'aliénation parentale comme une violence psychologique. C'est un phénomène qui est absolument semblable, qui est considéré comme semblable à l'embrigadement. Moi, je pense que c'est semblable à la radicalisation. C'est un phénomène de secte, c'est une relation d'emprise. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Marie-France Irigoyen, par exemple, que j'ai rencontrée. Mais bon, c'est une psychiatre que peut-être vous avez eu l'occasion d'inviter, mais elle a beaucoup travaillé sur les phénomènes de manipulation mentale et tout ça. C'est une violence. Et le problème de la France, c'est qu'elle est en retard par rapport à d'autres pays sur le pointage, le repérage, la description et la prévention de ce phénomène. Alors justement, parlons d'avenir. La famille évolue, nous voyons arriver des couples de la modernité notamment, par exemple. Vous avez un regard maintenant placé sur cette problématique depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet. Comment est-ce que vous voyez évoluer la famille française et comment est-ce que vous voyez évoluer l'éducation des enfants et la protection des enfants dans les années à venir? Qu'est-ce qui nous attend, en fait, d'après vous? C'est une responsabilité que vous me donnez de prédire l'avenir. Moi, je suis pas devin, je suis juste psychologue. Donc, je peux pas vous dire ce qui va se passer dans 5 ans. Je peux pas. Il y a des tendances, vous devez les sentir passer. Vous devez sentir cette tendance. Vous voyez bien qu'on s'oriente vers une recomposition du modèle éducatif et parental, et qu'en même temps, on essaie de lutter contre les violences au niveau législatif. Donc, peut-être que vous, en tant que praticien, vous avez vu aussi une tendance depuis envers vos clients et les gens qui viennent vous consulter depuis ces années. Peut-être que vous voyez des directions se profiler. Je dirais 2 choses. D'abord, pour revenir à la question de la violence, premièrement, tout n'est pas violence. On a tendance il y a une inflation du terme, et maintenant, tout est considéré comme violence. C'est-à-dire que des parents qui retirent un téléphone portable à 22h, ils sont stigmatisés par leur enfant parce qu'ils considèrent qu'ils sont violents. Voilà. Non, mais on peut pas tout mélanger. Dès qu'une limite est posée à un enfant, tout le monde dit que c'est de la violence. Et les enfants savent très bien, ils sont pas idiots, qu'ils vivent dans une société qui les couvre, qui les surprotège. Et comme ils font pas la différence entre l'autorité et la violence, ils menacent leurs parents en disant « Si t'es trop sévère avec moi, je vais le dire à l'assistante sociale. » Ça, c'est absolument scandaleux. Ça veut dire que les parents ne sont plus à même de défendre dans l'enceinte même du domicile familial les comportements, les normes, les limites à poser pour leurs propres enfants, comme si l'enfant se savait en quelque sorte couvert, et c'est le cas, par le 119 et par les services sociaux, etc. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que la confusion entre violence et autorité est sciemment entretenue. Donc je dis, tout n'est pas violence. L'autorité légitime n'est pas une violence, même si évidemment, elle a une force, c'est-à-dire le point commun entre la violence et l'autorité, c'est que dans les 2 cas, elle représente une force, et une force qui crée une frustration. Mais la frustration qui est engendrée par l'autorité n'est pas de même nature que la frustration qui est engendrée par la violence. Si vous voulez, c'est quand même des notions sur lesquelles moi j'ai fait réfléchir beaucoup de stagiaires dans mes stages de formation, beaucoup d'étudiants à l'université, etc. Donc il faut réfléchir à tout ça. En tout cas, le premier point, c'est cela. Tout n'est pas violence. La limite imposée à des enfants est absolument normale et légitime. Et c'est important déjà de le savoir et de conforter les parents pour les rassurer en quelque sorte, parce que vous avez des tas de parents qui savent plus comment faire avec leurs enfants, ils n'osent plus leur poser des limites parce qu'ils ont peur d'avoir le service social sur le dos, le 119 qui les appelle et qui leur demande de se justifier et de rendre des comptes devant un officier de police judiciaire. Voilà, tout ça parce qu'ils ont enlevé leur portable à leur enfant à 22h ou parce qu'ils leur ont demandé simplement de faire la vaisselle ou d'aider à transporter je ne sais quel objet de la maison. La deuxième chose... C'est extrêmement dangereux d'ailleurs parce que après nous avons plus d'enfants placés en France que de détenus dans l'institution judiciaire. Oui, ben ça je veux bien le croire, oui. Mais bon, les enfants placés sont pas forcément des enfants qui ont des parents violents. Enfin, ils ont des parents violents, mais c'est une véritable violence. C'est quand même des violences qui ont été établies par des enquêtes sociales. C'est pas du cinéma, quoi. Alors que
Alors le deuxième point, c'est que les parents, père et mère, sont des adultes à égalité de droits et de responsabilités et de transmission, parce qu'il y a, pour les enfants, il y a un aspect qu'on n'a pas débattu dans l'éducation, c'est que les parents transmettent quelque chose. L'enjeu, c'est quand même la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à un enfant de sa généalogie, de sa fierté généalogique, de son histoire, etc. Quand un parent est mutilé, et quand un enfant est mutilé de son parent, dans le cas de l'aliénation parentale par exemple, ou lorsque la garde alternée empêche un père ou une mère d'être avec son enfant, tout ce temps perdu est un temps où il ne transmet pas son être, sa subjectivité, son savoir, etc. Donc les deux parents sont à égalité. Ils apportent à l'enfant un legs biface ou bidimensionnel, si vous voulez, et un legs dont l'enfant doit être fier, mais cette fierté ne peut lui être transmise que si les parents le font avec joie, avec fierté, s'ils se sentent pas pieds et poings liés par des menaces juridiques. Voilà, donc c'est Jean-Pierre Cambefort pour un premier ouvrage en février 2016, Famille éclatée, enfants manipulés, l'aliénation parentale chez Albin Michel, avec un deuxième ouvrage coécrit en janvier 2020 intitulé La violence intime, violence familiale. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau projet ? Quelle est votre actualité ? Mon actualité, c'est plus tellement de travailler sur les violences éducatives. Je travaille à un projet d'ouvrage sur les interactions sociales, une dimension un peu plus grande, des questions de l'évolution des relations et du lien social humain dans les sociétés modernes. Alors, il y a une dimension de préhistoire, de paléontologie humaine, etc. J'essaye de cumuler ou de rendre compatibles les idées, les théories d'une dizaine d'auteurs dont j'essaye de m'approprier les idées, psychanalystes, psychosociologues, paléontologues, etc. C'est un petit peu pour accréditer ou reprendre les idées que j'avais déjà développées il y a plusieurs années dans un livre qui s'appelait Le singe, l'enfant et l'homme, que Boris Cyrulnik avait préfacé d'ailleurs, et qui était à cette époque-là, il date de 96, donc j'essaye de remettre au goût du jour d'autres préoccupations. Oui, parce que nous avons parlé de vos deux théoriques. Ouvrages qui concernent notre problématique, mais vous en avez produit, je crois, 7 ou 8 en tout. Oui, c'est ça. Mais pas tous sur... Oui, généralement... Oui. Écoutez, je vous remercie. Oui, on les voit sur Internet. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Nous sommes à votre disposition si vous avez un message à faire passer dans le futur, de nouveaux travaux, des choses à communiquer. Et puis nous vous souhaitons donc une excellente continuation avec tous nos remerciements pour votre travail. Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Merci, au revoir. Voilà, c'était Monsieur Jean-Pierre Cambefort avec Stéphane depuis RLP dans le Périgord. La semaine prochaine, nous aurons une émission, toujours en 2 parties, avec Maître Hamas, cette fois-ci sur la problématique des placements, où nous pourrons fouiller un peu plus cet environnement par rapport à la fois dernière. N'oubliez pas les podcasts YouTube. Si vous nous écoutez d'ailleurs sur YouTube, n'oubliez pas de faire circuler l'information, mettre des petits pouces bleus, des petits j'aime. Et sinon, vendredi prochain, 20h sur RLP, 102.3 FM, rediffusion le mercredi 16h. Portez-vous bien, ciao ciao, à bientôt, au revoir.